Chers téléspectateurs, bonjour. Nous avons vu dans les émissions précédentes que le tzin se présente comme le blâme ou bien la censure qu'on encourt si on faillit aux prescriptions et règles de la société. Nous avons étudié aussi que Dieu trône au sommet de la société traditionnelle malgache et les sages ou les Ntaul ou anciens malgaches ont enseigné qu'on ne blâme pas Dieu, on ne donne pas tort au Créateur, car ce sont les hommes eux-mêmes qui sont responsables de leur égarement. Nous avons aussi élaboré le lien affectif que le malgache entretient avec ses ancêtres et les efforts qu'il fournit pour plaire à ceux-ci de peur de subir le tzin. Aujourd'hui, nous allons aborder le tzin dans les relations des vivants entre eux. Dans le domaine des vivants, le tzin prend une double coloration. La coloration générale d'abord, qui englobe tout le monde, et la coloration particulière qui prend en compte l'originalité de chaque individu. En effet, l'échelle des valeurs qui sert dans les jugements de la plupart des gens est une échelle traditionnelle vieille de quelques siècles. Et cette échelle ne comporte pas de considération sur les originalités et les singularités de chacun. Du coup, chaque individu doit tenir compte sans cesse de cette contexture traditionnaliste dans laquelle il évolue, même si cela ne l'empêche pas d'exprimer ses opinions et ses jugements. Dans un contexte traditionnaliste aussi complexe, on peut dire que tout acte se situant dans le domaine social attire obligatoirement soit l'approbation, soit la désapprobation. Et c'est surtout cette désapprobation qui comporte essentiellement le tzin. Du coup, la crainte du tzin force le malgache à agir le plus parfaitement possible dans la société. Dans ses actes, il doit tenir compte avant tout de la société dans laquelle il évolue. Il doit se préoccuper d'abord des biens de celui qu'il côtoie. En premier lieu, les membres de sa famille, avant de se soucier de ses propres biens. Cette préoccupation peut aller très loin, car elle s'étend aux ancêtres et aux enfants et aux descendants. Cette manière de penser donne aussi comme résultat une certaine nébulosité ou un flou quant à la notion du temps. Le malgache n'est jamais tout à fait dans le présent. Il est ou avec le passé ou en plein dans le futur. Toutes ces décisions sont teintées de prudence, on peut dire de prudence souvent excessive, pour la bonne et simple raison que ni le passé, ni le futur ne sont à sa disposition. Et pourtant, le tzin qu'entraînent les maladresses ou les négligences se situe immanquablement dans le passé, par exemple
les offenses à des ancêtres, ou bien oubli de paroles données, ou irrévérence, ou bien le tzin se situe dans le futur. Le tzin n'agit pas tout de suite, sur le champ, mais agit dans le temps à venir. Le tzin pourra atteindre et frapper les enfants et les descendants dans la mesure où les enfants dépendent des parents. Dans sa conception, le malgache tient compte de ce qu'on peut appeler le tzin en puissance. C'est-à-dire, quand il agit, le malgache tient compte non seulement de l'état actuel de ceux que son acte intéresse, mais aussi de leur état futur. Par exemple, il agit envers son enfant en pensant aussi à l'homme ou la femme qu'il ou elle deviendra. Et aussi à ses jugements d'adulte qui pourraient éventuellement rapporter à son enfance. On considère la totalité de l'enfant qui va de la naissance jusqu'à la mort. L'enfant, du coup, lui aussi, peut porter des jugements et peut donner tort aux parents dans la mesure où il peut émettre des critiques à leur égard par rapport à leur action dans le passé. Mais ceci étant enfant, cet enfant porte en lui déjà, vis-à-vis de ses parents, toute sa dignité de personne qui n'attend que le moment favorable pour se manifester. La perfection dans la vie sociale consiste à faire aimer de tout le monde, à se faire approuver directement ou indirectement. Mais ceci est quasiment impossible à atteindre. De là vient la nécessité de conjurer le tzin avant de faire quoi que ce soit. Mais cela aussi implique que le malgache se voit tout le temps obligé, pour éviter le tzin, de se dédoubler, de se mettre à la place des autres et de se juger. Si, par exemple, il y a deux malgaches qui entrent en relation, leur premier mouvement, c'est en quelque sorte de s'échanger de place. L'un réfléchit toujours comme s'il était à la place de l'autre et réciproquement. Cette situation peut créer un comportement totalement incompréhensible aux yeux des étrangers. Mais c'est seulement en se dédoublant ainsi que le malgache se sent en confiance et pourrait agir en bonne conscience dans la société où il évolue. La recherche sans cesse de la perfection sociale engendre un sentiment de culpabilité. Pour se libérer de ce sentiment, la disculpation est nécessaire. La disculpation, ici encore, fait appel à la compréhension, à la générosité, à la sympathie de ceux à qui l'on s'adresse ou avec qui l'on a affaire. Mais il y a un processus normal
qu'il ne faut pas renverser. Il faut s'excuser avant d'agir, mais non après. S'excuser après amoindrit largement la valeur de la société et des membres qui la composent dans la pensée de celui qui fait l'acte. S'excuser avant, par contre, donne une marge d'action plus large. S'il vous arrive après d'échouer dans votre entreprise ou dans vos démarches, on ne vous en voudrait point. Au contraire, on vous aidera à aller de l'avant et l'on vous soutiendra. Pour illustrer ce qui a été dit, nous allons vous donner comme exemple un extrait de discours qui contient les invariables et les formules concernant le tsigne. Tupklash Tupkvavi. Excellences, Mesdames et Messieurs, heureuse est la ville de Paris, car elle est la ville la plus touristique du monde. Heureuse est aussi l'UNESCO, car son siège s'y trouve à Paris, et elle contribue à sa façon à l'attraction culturelle de cette belle ville. Mais heureux, plus qu'aucun autre sommes-nous aujourd'hui, car le moment est venu pour vous donner un exemple de discours typiquement malgache concernant le tsigne. Excellences, Mesdames et Messieurs, si je me trouve devant vous, ce n'est point par caprice ni fierté, loin de moi l'idée de s'agiter à tort ou à travers comme une anguille, ou se déplacer sans le concours des pagaies comme une pirogue poussée par des vaguelettes, mais conformément à la programmation bien ficelée de cette émission, et pour qu'il n'y ait pas de cacophonie, j'accepte avec joie l'honneur qui m'est donné de prendre la parole devant vous au nom de l'Association des Amis de Master Ching Kong à l'UNESCO. Excellences, Mesdames et Messieurs, lors de sa 36e conférence générale, l'UNESCO a décidé de commémorer le 600e anniversaire de l'institutionnalisation par le roi Andria Mouraouni du discours malgache ou le kabar. Le kabar est une façon bien malgache pour aplanir les différends et instaurer l'harmonie dans la société. Je me dois alors aujourd'hui, devant vous, de me conformer au rituel du kabar. Ainsi, je prends la parole devant vous, non pas avec suffisance, mais avec humilité. Je m'incline avec respect, car avant toute chose, je vous dois des excuses. À vous, les anciens, la blancheur de vos cheveux est la marque de votre grande sagesse. Vous êtes les dépositaires du savoir ancestral. La prise de parole, en principe, doit vous revenir. Veuillez me pardonner d'avoir osé prendre la parole devant vous. Je vous dois des excuses à vous, mes collègues et amis. Vous êtes des hommes habiles et efficaces en toutes choses. Vous avez l'habitude et l'expérience de la prise de parole en public. Si par malheur, quelques fautes
ou omission s'introduisait dans mon discours, ce qui risquerait de vous importuner, veuillez m'en excuser. Je vous dois aussi des excuses à vous, digne représentante de la gente féminine, mère de l'humanité, source de vie. Se promenant, vous faites la beauté du chemin. Et restant dans le salon, vous êtes la parure de la maison. Sans vous, la vie serait fade et sans saveur. Je vous présente mes hommages, car, et ceci n'est point un secret, sans le bon vouloir de votre consoeur feu ma mère, je ne serais même pas né. Je vous présente également mes hommages, car ici à l'UNESCO, vous êtes la priorité des priorités. La primeur de toute action devrait, en principe, vous revenir. Pour parler devant vous, mesdames, je m'incline avec respect et je vous demande la permission. C'est ainsi, mesdames et messieurs, de même qu'une poule éloigne le mâle en écartant le brin d'herbe avant de pondre, de même que le coq bat des ailes avant de chanter, de même que le taureau nettoie ses cornes avant de mugir, avant de discourir devant vous, je vous dois des excuses. Car si je ne le fais pas, le tsine risquerait de s'abattre sur moi. Le tsine est un fardeau pesant. Les anciens n'ont pas pu le porter et je ne le peux non plus. Le tsine vient silencieusement comme la brise hivernale. Vous ne sentez qu'elle est froide que lorsqu'elle vous touche. Le tsine est semblable à une fossée profonde. Si on y regarde, on a le vertige. Si on y tombe, on meurt. Le tsine est comme un couteau tranchant. Celui qui marche dessus se blesse inévitablement. Oh, malheur à celui qui est victime du tsine, car tout ce qu'il fait tourne en fiasco. Il cherche mais ne trouve rien. Il travaille mais ne gagne rien. Faisons donc attention et évitons le tsine par tous les moyens. Par tous les moyens possibles et imaginables, conjurons le tsine par la parole et par les actes. Servons-nous de langade et enterrons le tsine dans un trou de plus de 100 mètres de profondeur. S'il pousse comme les mauvaises herbes, arrachons-le en hiver pour que le froid le tue. Arrachons-le au printemps pour que le soleil l'accable. Arrachons-le en été pour que le torrent l'emporte et jetons-le dans le fleuve pour qu'il se noie. C'est ainsi que, par la parole, nous conjurons le tsine. Néanmoins, il reste évident que ce qui est tartiné de miel n'est pas foncièrement doux. Ce qui est enduit de piment n'est pas naturellement piquant. En définitif, seuls nos actes engendrent
soit le bien, soit le mal. Si on fait le mal, le tzin que l'on conjure aujourd'hui nous rattrapera inévitablement demain. Comme disait l'adage, ce n'est que beauté d'un jour, comme pour le barbu qui vient de se raser. Mais si on fait le bien, alors tout ce qu'on entreprend sera une réussite et nous apportera le bonheur. Si on fait le bien, à ce moment-là, comme on dit, même les grenouilles viendront pour nous aider et travailler avec nous pour irriguer la rizière. Excellences, mesdames et messieurs, dans ces émissions culturelles sur le tzin et le tout dans la pensée malgache, nous essayons de faire le bien et de vous partager les notions de sagesse ancestrale malgache. Nous espérons que ces connaissances vous aideront à mieux comprendre le peuple malgache et pour pouvoir mieux interagir avec lui. Et c'est avec plaisir que nous allons voir de plus près dans les prochaines émissions comment agit le tzin, avant aussi d'aborder le thème du Tudi. Mesdames et messieurs, si les herbes sont longues, le cheptel se perd. Si le discours est long, l'essentiel se perd. Mais avant de terminer cet extrait de discours, permettez-moi de remercier les techniciens qui nous ont permis de suivre ces émissions. Merci à vous, chers téléspectateurs. Je ne vais pas vous trier comme des grains ou faire des raies pour vous départager. Mais en guise de remerciement globalisé pour tous, du fond du cœur, nos vœux de réussite vous accompagnent. Que votre douceur et joie de vivre vous apportent bonheur et fortune. Que les aigreurs et amertumes passagères éloignent de vous le mal, la maladie et la mort. Que toutes vos bonnes actions pour promouvoir le vivre ensemble apportent ses fruits pour la paix et l'harmonie. Et à partir de ce jour, et ce pour le restant de votre vie, que le Dieu Tout-Puissant vous garde sous sa bonne grâce afin que vous puissiez savourer la joie de vieillir auprès de vos enfants et petits-enfants. Excellences, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci de votre attention. Merci.